Alors, maintenant, il faut que je vous montre, thème par thème, pourquoi ils mentent. Sur quel sujet? D'abord, la retraite par points. Plein de gens n'ont rien compris. Ils se demandent si c'est des points, où vont être les points, qu'est-ce que c'est que ces points. Bon, alors, ceux qui ont des retraites complémentaires, ils ont une idée de ce que c'est que les points. Mais tout le monde n'a pas de retraite complémentaire, d'accord? Il y en a déjà, c'est pas mal s'ils ont une retraite. Bref. Les points, chaque mois, vous en achetez pour avoir votre retraite. Pour que vous ayez une retraite à 70%, il faut que vous achetiez tant de points. Obligatoire. Vous achetez des points. Vous savez combien vous coûtent ces points. Ah ben oui, alors vous faites votre tas de points. Et puis quoi? Et vous dites, bah, quand je serai à la retraite, mes points qui sont là en tas, on les aura gardés quelque part dans un coffre et on va me les redonner. Je blague. Mais beaucoup de gens pensent que l'argent voyage dans le temps. C'est-à-dire que l'argent, on va le retrouver après. Non, non. Tu ne le retrouveras pas après. C'est comme maintenant. L'argent que tu auras à ce moment-là, c'est celui qu'auront produit à ce moment-là les gens de ce moment-là. Ça n'existe pas. Le voyage dans le temps, même pour l'argent. Alors donc, vous avez votre tas. Vous savez donc combien vous devez tous les mois. D'ailleurs, ça sera marqué sur votre feuille de paye, comme aujourd'hui. Mais combien vous aurez à la sortie, vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous le savez. Si vous êtes fonctionnaire ou si vous êtes dans le privé, vous avez un régime de retraite, vous savez, si vous avez cotisé tant d'années, combien on vous donnera à la sortie, ça fait partie du... Là, pour la première fois, vous ne saurez rien. Vous savez combien ça vous coûte, mais à quelle prestation ça vous donne droit, walou, jusqu'au jour où c'est le moment d'aller chercher les sous. Et c'est là que les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées. Ils ont dit tous la main sur le cœur, la valeur du point ne baissera pas. Alors nous, déjà, on dit, ah bon, et pourquoi? Parce qu'elle sera dans la loi. Ah ah. Bon, d'abord, une loi peut changer une autre loi. Mais, monsieur, pardon, ça ne veut rien dire. Vous pouvez pas, si vous voulez nous dire qu'on ne fera pas baisser le point par rapport au prix auquel vous l'avez acheté, ça, encore heureux. Encore heureux que 43 ans après, vous ne nous fassiez pas les poches du premier jour. Encore heureux. Et encore heureux qu'on espère quand même que ça s'est valorisé. Parce qu'avec l'inflation, si vous nous laissez la valeur du point comme il était au début, il ne reste pas grand-chose à la sortie 40 ans après, 43 ans après. Hein. Donc, ne nous prenez pas trop pour des idiots. On a compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond là-dedans. Eh bien, je vais vous dire quoi. Donc, quand arrive le moment d'arriver à la retraite, on prend la génération et on partage ce qu'il y a entre eux. Donc, il y a un coefficient de conversion. D'accord? Alors, quel est le bon plan? Si possible, être dans une génération où tout le monde est mort. Tout pour vous. Si ce n'est pas tout le monde, au moins la moitié. Et si ce n'est pas la moitié, au moins un bon tiers, etc., etc. C'est la première fois qu'un système devient plus rentable s'il y a moins de monde pour en profiter. C'est bâti non plus sur la solidarité dont je vous ai parlé il y a un instant, mais sur l'égoïsme et la cupidité et l'indifférence aux autres. Oui, bien sûr que vous ne serez jamais comme ça, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est la merveille de la retraite à points. Voilà ce que c'est que les points. Vous savez combien vous les payez, vous ne savez pas combien ils vous seront payés quand vous arrivez à l'âge de la retraite. Et à l'âge de la retraite, suivant la génération dans laquelle vous êtes, je ne dis pas le métier, parce que le métier, là, c'est terrible. Hein. Si vous êtes un ouvrier, vous vivez 13 ans de moins qu'un cadre. Sans doute que la santé des ouvriers, spontanément, est moins bonne. Non, c'est parce que les conditions sociales jouent à plein et qu'on n'en a pas fini avec la prévention, avec l'attention aux autres au travail, avec la mort au travail, avec les maladies professionnelles. Tous les ans, beaucoup de monde, 1200 personnes de plus, qui meurent à cause de maladies professionnelles. Enfin, de ce qu'on compte. Alors, vous n'aurez pas 42 régimes spéciaux, vous en aurez autant que de générations. Parce que dans chaque génération, les gens ne seront pas au même nombre. Et il n'y en aura pas autant pour profiter de la retraite. Donc quand ils disent « c'est universel », c'est pas vrai. Quand ils disent « il y a un âge pivot et ça sera universel », c'est une deuxième fois pas vrai. Parce que suivant la décote pour chacun d'entre vous, vous n'aurez pas la même retraite. Tout le monde suit? Si vous ne suivez pas, je recommence. Ah ah, la menace. Bon, non.
Mais oui, vous êtes dans une génération où il y a plus ou moins de monde, et vous aurez plus ou moins de retraite suivant la génération dans laquelle vous êtes. Deuxièmement, une fois que vous êtes là, suivant ce qu'a été votre vie, eh bien, vous aurez une décote différente par personne. Alors, ceux qui tomberont pile poil, ben, ils auront la même chose, mais les autres auront une décote. Donc, où est l'universel là-dedans? Eh bien, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Donc, quand le Premier ministre vient et dit « la première qualité de ce régime, c'est qu'il est universel », premier mensonge. Parce que ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Au demeurant, ils ont fait ça parce qu'ils ont voulu exciter la jalousie des uns contre les autres. Nous, on passe notre vie à dire à nos gosses de ne pas regarder dans l'assiette du voisin, de son frère ou de sa sœur. Eux, ils passent leur vie à faire le contraire. Vous avez vu, monsieur Machin? Vous avez vu, madame Truc? Elle s'en va quand même bientôt à la retraite, hein? Et c'est pas pour ce qu'ils font, hein? Forcément, c'est pas eux qui le font. Mais oui, j'ai entendu ça à propos de la RATP. Oui, ben quand même, hein? Ils portent pas des briques sur leur dos. Non, ben, puisque ça vous paraît simple, pourquoi vous n'iriez pas faire pendant un mois tourner en rond toute la journée dans le noir, en vous arrêtant tous les 5 minutes, en faisant attention que tout le monde est bien descendu, que tout le monde est bien monté. Et puis ensuite, attention, tout le long du trajet, il faut guetter si vous arrêtez ou pas pour la régulation. Donc c'est les nerfs, c'est le corps qui prend. Alors ils s'en vont avant les autres, vous le regrettez ou les quoi? Qui restent jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'est ça que vous proposez? Les régimes spéciaux, ils ont une histoire. Pourquoi il y a des régimes spéciaux? Parce qu'il y a eu des luttes. Et dans les luttes, que défendaient nos amis? Eh bien, leurs conditions de travail, leurs conditions de survie. Et des fois, quand il fallait conclure un accord à la fin, on disait, bon, non, ça, on ne peut pas, on ne vous le donnera pas. Mais bon, OK, on va régler ça, vous travaillerez moins longtemps parce que ça sera moins dur pour vous. Voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça que les régimes spéciaux ont été créés. Pas par une faveur, par un privilège accordé, comme ça, parce que quelqu'un s'est dit un jour, tiens, je ne sais pas quoi faire, alors celui-là, il partira plus tôt. Non, tout a été acquis par la lutte. Toutes les étapes, la lutte, que la lutte. Et pour défendre des choses qui concernaient la vie. Alors après, ils nous disent que les régimes spéciaux, ils vont les abolir par souci d'universalité. Dites-nous voir comment vous allez faire pour abolir le régime spécial de la CETA. Il reste 5 cotisants. Vous ne payez plus la retraite aux autres? Comment vous allez faire avec le régime des mineurs? Les mineurs, il y en a très peu. Comment vous faites? Vous serez bien obligé de continuer à payer, non? Vous n'allez pas en plus priver les veuves des pensions de réversion. C'est pas ça que vous comptez faire, hein, quand même. Vous allez payer. Et bien voilà. Donc vous ne ferez pas les économies que vous dites. Et puis dites donc, pendant qu'on y a parlé de ça, on a vu que vous allez maintenir un régime spécial. Ah bah oui, ah bah oui. Ah, oui. Ça sera fait. Il n'y a pas moins. Où est passé mon fichu papier? Attends. Celle-là. Ah oui, ça y est, je m'y retrouve dans mon papier. Toc, toc, toc. Devinez de quoi je vais parler? Exact. Alors les malheureux sont privés des bienfaits de la réforme de M. Édouard Philippe, qui est tellement bonne que tous vous rêvez que de l'avoir. Oui. Ils seront à la retraite couperet, c'est comme ça qu'ils disent d'habitude, non? À 52 ans, ou à 57 selon le grade. Le commissaire, c'est 57. Et tous les 5 ans, ils gagnent un trimestre de cotisation. C'est un régime social. Je vais vous dire, je n'ai pas envie de me moquer d'eux. Je ne fais pas ça pour me moquer d'eux. Je pense que s'ils ont ça, c'est parce que dans le passé, ils l'ont demandé pour des raisons qui correspondent à leurs propres difficultés professionnelles. Je n'ai pas l'intention de nier ça. Mais alors, si c'est vrai pour eux, pourquoi ce n'est pas vrai pour les autres? Pourquoi l'agent de la RATP, il ne vaut pas ça? L'aide-soignante, il ne vaut pas ça? Et alors, les voilà, la bouche en fleurs, qui nous disent « Un quart des aides-soignantes pourront partir à 62 ans, comme des fleurs. C'est pas beau, ça? » Ben non, c'est pas beau, parce qu'aujourd'hui, 100% partent à 57 ans. Donc, les mêmes qui vont faire partir des gens qui ont un travail si dur physiquement et psychologiquement sont capables de reconnaître à d'autres des difficultés professionnelles.
Je pense que l'aide-soignante aussi, l'aide-soignant, il mérite le respect, il mérite le droit de partir à 57 ans. Alors moi, je suis pour la suppression d'un régime spécial. C'est clair, net et précis. Le régime spécial des retraites chapeau. Voilà. Parce que ça... Oui, ben, si vous n'êtes pas convaincu, figurez-vous que ça coûte 43 milliards par an pour une poignée de quelques personnes. 43 milliards, même pas une centaine. Voilà ce que coûtent ces gens. D'où ça sort cet argent? De la production, de tous ces gens à qui on demande de travailler davantage et de se taire et de supporter toutes leurs conditions pour que ceux-là puissent avoir 43 milliards par an de retraite chapeau pour s'être donné le mal parfois seulement de ruiner la société dont ils étaient les patrons. Je vous épargne la liste. Moi, je vous ai dit, il faut trouver des patrons qui coûtent moins cher. Ça doit se trouver, on trouve des ouvriers qui coûtent moins cher, donc on doit pouvoir trouver des patrons qui coûtent moins cher. Quand je parle des patrons, je parle des grands patrons, hein, parce que j'entends déjà le cœur, là. Ouh, les patrons, il y a patrons et patrons. Oui, ça va, je suis au courant, je vous parle du CAC 40, ça va? Tout le monde a bien compris? Bon, ça ne sera pas la guerre du mot de la semaine. Donc, ce n'est pas universel, ce n'est pas équitable. Et alors, le pompon, ça a été les femmes gagnantes. Ah ouais. Non, mais attends, tu dis ah ouais, mais quand il te le dit, tu te dis ça doit être vrai. Il peut quand même pas me mentir. Il n'oserait pas dire, bon, peut-être pas toutes, tu vois, mais quand même beaucoup, non, zéro. Toutes perdantes. Toutes perdantes et dans des conditions terribles, les amis. Terribles, parce que à partir du moment où vous achetez des points et que vous n'êtes plus sur les 25 meilleures années, ça veut dire que toutes les périodes où vous n'avez pas acheté des points, vous les prenez en pleine tête. Alors qu'avant, il y avait une péréquation. Et je vous dis 25, moi, je ne suis pas d'accord avec 25. Je suis pour les 10, comme c'était le cas avant. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Par conséquent, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, de toute façon, si leur système s'applique, toutes les femmes vont y perdre. Non seulement parce qu'ils n'auront réglé aucun des problèmes d'égalité de salaire, mais parce que c'est elles qui ont le plus grand nombre de petites payes, de contrats à durée déterminée, et qu'à 85% d'entre elles, elles sont dans l'emploi précaire. Donc là aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand cerveau pour arriver à comprendre qu'elles vont payer. Et puis après, les pensions de reversion. Les pensions de reversion, vous perdez votre conjoint. Le plus souvent, c'est le gars qui calanche, c'est les statistiques. Hein. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Alors, bon, c'est normal, quand on fait sa vie longtemps à deux, ou même pas longtemps, bah, on s'entraide. Vous ne pouvez pas dire qu'il y en a un qui réussit sans l'autre. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Tout le monde le dit. Tous les gens honnêtes, en tout cas les hommes, parce que c'est d'eux dont il est question, reconnaissent que sans leur compagne, ils ne sont pas tout à fait le même homme, ils n'auraient pas fait tout à fait la même carrière. On le sait tous. Donc, en plus qu'on est une famille, on fonde une famille, donc tu y es plus, mais tous les efforts que tu as faits, ça profite. Ça continue à profiter à la famille. Alors, avant, la pension de reversion, vous pouviez la toucher à partir de 55 ans. Pas au moment même où votre compagnon est décédé, mais à 55 ans, vous pouviez avoir la retraite, la pension de reversion. Et maintenant, 62 ans. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Il faut qu'ils soient comme ça pervers, à aller comme ça gratter. Ah ben non, je me rappelle des camarades dans les années 80 qui se battaient pour que la pension de reversion arrive à 50% du salaire du conjoint. Combien d'années les filles ont mené leur bataille pour ça? Et là, d'entrée de plume, quick, retour à moins que la case départ. Hein. Alors venez pas après ça dire que elles vont y aller. Et puis ils ont mis un truc tordu là au milieu. Il n'y a que pour avoir une idée pareille. Au troisième enfant, 10% de majoration. On discute. Pas mal de copines disent, bon, 3 enfants, là, c'est un conseil, c'est un ordre que vous nous donnez ou quoi? Bon.
Alors, beaucoup, dans les programmes, on dit, bah non, il faut que ça commence au premier enfant, sinon ça n'a pas de sens. Ils ont dû entendre, ils disent, oui, c'est au premier enfant, 5%. Et puis, au choix, ou c'est monsieur ou c'est madame. Vous êtes là, le petit vient d'arriver, la petite, on s'aime tendrement, on fait les comptes, 5% de combien? De la paye au lance-pierre de madame ou du beau salaire de monsieur? De monsieur, puisque ça rapporte plus. Allez, on signe. Tout va bien. Et puis le jour où ça va mal, eh bien la fille a tout perdu. Voilà. Ça, ils ont réussi à le mettre là au milieu. Ça se voit pas, hein? Voilà. Et le dernier mot qu'ils avaient employé, après ça je passe à autre chose, c'est responsable. Ça, ils aiment. On doit être responsable dans la vie. Il faut vous responsabiliser pour accompagner les comptes. Hein. Moi, je les adore quand ils disent ça. Par exemple, pour la maladie, moi, je suis d'accord pour me responsabiliser. Je chope ma grippe en plein mois d'août. Pas en hiver, parce que c'est banal, tout le monde a fait pareil. Hein. Et là, je sais que je rends service à l'économie si je peux tomber malade pendant que je suis en vacances. Hein. Alors, ils n'arrêtent pas. Il faut se responsabiliser pour ceci, se responsabiliser pour cela. Ça va loin, hein? Ça va loin. Je me rappelle d'une qui disait, oui, si vous fumez, je ne vois pas pourquoi vous venez nous demander des sous pour vous soigner de votre cancer des poumons. Et il y avait des gens qui trouvaient ce genre de remarques intelligentes. Il faut vous responsabiliser. Alors, je ne vous dis pas, il faut arrêter de fumer, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas mon boulot. Mais il vaut mieux. Mais c'est pour dire, si on commence comme ça, ah, ben toi, tu bois l'apéro, c'est pas bon pour toi. Viens pas me voir si ceci, cela. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, sous couleur de responsabiliser les gens, c'est une dictature qui rentre à la maison sur tous les sujets, à tout propos. Vous êtes rendu responsable de tout et menacé d'avoir moins de droits à cause de vos choix de vie libre. Alors, responsables. Eux, ils sont responsables. Vous, vous êtes des irresponsables. Vous passez votre temps à demander des choses et des machins. Bon, eux, ils sont responsables. Alors, ils ont quelque chose de... Est-ce que c'est vraiment responsable? Je prends un premier exemple, juste parce que je veux me moquer d'eux, mais le moins cruellement possible, pour ne pas trop les braquer. Parce qu'il leur reste un temps de cerveau utile pour s'intéresser à la réalité, et pas seulement aux coups qui comptent nous porter. Quand on dit on va faire travailler les gens plus longtemps, je vous ai dit on va les faire travailler malades. Bon. Il faut que les gens travaillent plus longtemps. Bon. Ben, ils veulent bien. Aujourd'hui, moi, je connais plein de copains, plein de copines qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Jean-Luc ? 55 ans, personne ne m'embauche. Alors, à 60 ans, d'accord ? Résultat, à 60 ans, aujourd'hui, une personne sur deux, maintenant la retraite c'est 62 ans, une personne sur deux est au chômage. Responsable. J'enlève les gens de la retraite et pof, je les colle à la charge de la caisse de chômage. Résultat, des milliards. Et puis après, on vient dire « Ah non, le chômage, c'est le système le plus généreux d'Europe. » Généreux. Encore un mot. Généreux de qui? On n'a pas bien compris. C'est pas vous, là, qui parlez. C'est pas vous qui êtes généreux. C'est nous. Parce qu'on se paye nos allocations avec nos cotisations. Donc, si on est généreux, c'est entre nous. Et ça s'appelle solidaire, pas généreux. Solidaire. Tout notre système, il est basé sur la solidarité. Et vous essayez sans cesse de la ramener à autre chose. La jalousie des uns par rapport aux autres et l'idée que c'est une faveur qu'on fait aux gens, alors qu'il s'agit de droits qu'ils se sont acquis. De droits acquis. Ce ne sont pas des privilèges. Ce sont des droits acquis avec la paye des braves gens qui peuvent travailler. Alors, voilà l'ensemble des responsabilités, transférer les charges d'un endroit à l'autre. Alors, vous me direz, quelqu'un qui est au chômage, il y a une chance qu'il arrive à en mourir. Donc, ça pourrait améliorer le système par points. Parce que tous les ans, il meurt 14 000 personnes du fait d'être au chômage. Ça ne se sait pas, hein, 14 000 personnes. Parce que les gens, ils se bouffent. Ils se rendent responsables, d'ailleurs, on leur dit. Qui est responsable du chômage? Les chômeurs. La preuve, il faut les surveiller.
Et puis il faut sans arrêt revenir à la télé pour dire il faut que les gens travaillent. Et les pauvres gens, ils ne demandent pas mieux que de travailler. Hein. Et puis après, on les fait aussi disparaître. Parce qu'il faut qu'ils aillent voir sur leur Internet. Pourvu qu'ils puissent se payer l'abonnement, la lettre qu'on leur a envoyée. Ou bien le message téléphonique qu'ils ont reçu. Chance, ils ont un abonnement. Et puis chance, ils sont tombés au bon moment. Et sinon, radiés. Tous les ans, des paquets de gens radiés. Ça permet d'avoir de meilleures statistiques. Mais à la fin, ça donne le résultat suivant. Une personne sur deux qui est au chômage n'est pas indemnisée. Donc on va encore en ramener des paquets d'autres qui, à leur âge, évidemment, n'ont qu'une chose à faire, être pendus devant leur téléphone ou devant leur Internet pour lire leurs mails, où quelqu'un leur demande de venir, séance tenante, et de savoir combien d'entreprises déjà ils ont été démarchés avec leur ambulateur pour avoir du boulot. C'est ça. Je vous le présente sous cette forme pour vous faire sourire. Mais après, je sais qu'une fois que vous avez fini de sourire, vous réalisez le monde que je suis en train de vous décrire. C'est ça le monde qu'ils sont en train de construire. Toute cette souffrance qui se répand comme ça. Et en plus, on culpabilise les gens. C'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas répondu que vous êtes radié. Ah, mais pourquoi n'avez-vous démarché aucune entreprise cette semaine pour proposer vos services, etc., etc. Alors tout ça, il ne vous reste plus qu'une fois que vous avez eu votre système universel qui ne l'est pas, équitable. Vous aimez le mot équité, vous? Moi, j'aime pas. Parce que l'équité, qui c'est qui décide? Souvent, c'est le plus fort. Hein. C'est équitable. Bah, vous dites, bah non, bah si. Ah bon, pardon, excusez-moi. Vous n'y connaissez rien, monsieur, madame, c'est équitable. Moi, je connais un mot plus beau qu'équité. Égalité. Tout le monde comprend. D'un seul coup. Alors, maintenant que vous avez votre beau système universel, équitable, comme aura dit monsieur Macron, que toutes les femmes auront été grandes gagnantes et que vous êtes responsabilisés, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, acheter une patte de lapin ou un fer à cheval, en espérant que le capitalisme dure et qu'il aille bien. Parce que si le capitalisme ne va pas bien, comme ils vont vous pousser aux retraites par capitalisation, c'est vous qui allez être mal s'il y a une crise. Parce que vos sous, il n'y en a plus. Alors oui, monsieur Mélenchon, vous exagérez. Pour l'instant, c'est un système par répartition. Ceux qui achètent des points payent pour ceux qui sont à la retraite. Oui, mais ne nous prenez pas pour des ballots. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Petit à petit, c'est que le système de retraite par points puisse devenir un système par capitalisation. Une fois que vous aurez les points, c'est facile à faire. Est-ce que c'est une accusation sans fondement? Ben non, comme dirait BlackRock. Mais non, ils ont félicité le gouvernement. Quand la loi Pacte, en 2018, celle-là de loi, je ne vais pas vous la raconter parce qu'il y en a encore pour une heure, mais la loi Pacte, c'est là-dedans qu'ils ont relevé tous les seuils sociaux, dans les entreprises, c'est là qu'ils ont décidé de vendre la Française des Jeux et ADP, j'espère que vous avez signé pour le référendum. Voilà. Et bien dans cette loi, au milieu, il y a une disposition. Écoutez bien, vous allez apprendre quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Il est dit que si vous mettez des sous dans un système de retraite par capitalisation, je vais dire n'importe quel chiffre, hein, juste pour vous donner une idée. On va dire, allez, vous avez quand même de quoi 500 euros. Allez, 100 euros, comme ça c'est plus simple, et ça vous paraît... Donc vous mettez 100 euros, et bien écoutez, chance, les 100 euros que vous mettez là, dans cette assurance privée pour votre retraite, ils vous les retirent de vos impôts. C'est pas beau ça? Ça veut dire que c'est tous les autres qui payent. Ben oui. Pour retrouver la même somme à la fin dans le budget, ou bien alors on dira, ah, ben, il faut compenser en faisant des coupes de services publics. Donc moins de services publics, c'est plus de frais pour tout le monde. Hein. Ben, maintenant tout le monde a compris ça. Hein. Parce que dans les années, là, début des années 2000 et les années 90, là, il y en avait qui ne voulaient rien comprendre. Hein. Ah oui, il y a trop d'État, il y a trop d'impôts. Ben voyons, ça va mieux maintenant. Hein. Ça va vachement mieux. C'est maintenant que vous commencez à vous rendre compte que tout est en train de se déglinguer partout, que les trains n'arrivent plus à l'heure parce que le matériel est épuisé et les types qui sont dedans aussi, que les services des urgences ne fonctionnent plus, que ceci, que cela, enfin tout le reste. Voilà ce que ça a donné. Moins d'État,
Et il y a trop d'impôts. Voilà ce que ça a donné. Et maintenant, si vous voulez avoir tout ça, ben vous le payez. Si vous voulez être pris dans des urgences plus vite que les autres, allez aux urgences privées. Ça a été organisé pour ça. Ils ont supprimé 130 services d'urgence dans le public, mais ils en ont ouvert 65 dans le privé. C'est ça leur idée. Le public se retire, on met à la place le privé, et c'est non plus le gouvernement de la carte vitale, mais de la carte bancaire. Voilà le modèle dans lequel ils fonctionnent. Alors, là, si vous donnez des sous aux assurances privées, tchouf, on vous les retire des impôts. Et quand arrive l'heure de toucher la retraite, les sous que vous encaissez par cette assurance privée, à 70%, vous y retirez des impôts. Vous suivez? À l'entrée, tout, à la sortie, 70%. C'est quand même pas mal, hein, tout ça. Coût total, aujourd'hui, 1 milliard d'euros. Mais plus les gens vont être poussés à y aller, plus ça va coûter. Tout le monde comprend ça. Figurez-vous qu'ils viennent de décider, dans la réforme actuelle, que les salaires au-dessus de 10 000 euros... Alors évidemment, ici, dans cette salle, beaucoup vont dire 10 000 euros, c'est pas mon problème. Ben si, c'est quand même votre problème. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, vite fait. Au-delà de 10 000 euros, c'est-à-dire 2 fois le plafond de la Sécu. La Sécu, il y a des plafonds. Jusqu'à 8 avant, vous cotisez, comme tout le monde, 28%, et puis vous avez des droits à la retraite. Au-delà de 8, c'était terminé. Là, ils ont descendu à 3. Donc, mettez-vous à la place de ceux qui ont des bonnes payes. Ils sont comme vous. Ils essayent de maintenir à la retraite des bons revenus. S'ils veulent les avoir, ils sont poussés à aller cotiser dans le privé. Ce que je viens de vous décrire. Donc, ils ont commencé par installer le système, et après, ils ont fabriqué les clients. Mais les gens qui n'auront plus de droits au-delà de les 10 000 euros dont je viens de vous parler, 3 fois le plafond de la Sécu. Hein? Ceux qui n'auront plus de droits, ben, ils n'auront plus non plus de cotises. Ah ah ah, c'est là que ça vous concerne. Parce que ça va vous coûter 7 milliards dans les caisses de retraite. Tout le monde a bien compris le truc? Je recommence vite fait pour qu'on comprenne. Les types, les filles et les personnes qui ont plus de 10 000 par mois n'auront plus de droit à la retraite au-delà de ces 10 000. OK? Donc, ils ne cotiseront plus. Ce qu'ils ne cotisent pas, ça coûte 7 milliards, dont 4 milliards pour M. Roux de Bézieux, qui dit qu'on ne peut pas continuer à augmenter les cotisations. Là, il a encore empoché 4 milliards dans cette affaire, si ça se fait. Et 3 milliards de cotisations salariales, total 7 milliards. Il y aura donc 7 milliards de moins dans la caisse de retraite, à condition égale à aujourd'hui. 7 milliards de moins. Et les mêmes viennent vous dire, tranquillement, mais nous faisons ça pour améliorer les comptes. 7 milliards. Cette affaire coûte 7 milliards aux caisses de retraite. Voilà. Je voulais vous dire tout ça. Et puis après, une fois que vous, supposez que vous soyez bête, ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes là. Mais vous dites, oh, moi je m'en fiche, au-dessus de 10 000 euros. Après, le suivant, il passe, il dit, oui, 10 000 c'est quand même beaucoup, déjà à 6 000, ça fait beaucoup. Ah bah ouais, 6 000, moi je m'en fous, j'ai le... Et puis comme ça, toc, 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 et on arrive à la fin, à un plancher, et tout le monde sera poussé à aller cotiser aux assurances privées. Et c'est là que vous avez intérêt tous à croiser les doigts. Parce que les assurances privées, elles se cassent la figure chaque fois qu'il y a une crise financière. Et des crises financières, il y en a à peu près tous les 10 ans. On dit que la prochaine, elle est mûre. Ou sinon, comme ça marche par capitalisation, l'argent qu'il y a là, il faut le placer, il faut que ça rapporte. Eh bien, vous avez plusieurs États aux États-Unis où ils avaient prévu de faire 7%. Eh bien non, ils n'ont pas trouvé à faire 7% avec ces sous-là, ils n'ont trouvé que 3%. Résultat, eh bien, ils ont diminué de moitié les retraites qui prétendaient servir aux gens. Voilà. Donc, tout ce qui est capitalisation, c'est contre vous. Dans le passé, il y a eu des retraites par capitalisation. C'est pour ça qu'on a généralisé le système à la libération de la retraite par répartition. Par conséquent, la ligne de défense absolue, c'est pas de retraite à points, parce que le système de retraite à points, c'est ce qui permet à toutes ces horreurs de fonctionner. Pas de retraite à points. Pas de retraite à points. Retrait des retraites à points. Un point, c'est tout.
Bon, alors nous, vous savez comment ça marche. Vous connaissez nos propositions, elles ont été présentées ce matin par Adrien. Qu'est-ce que nous voulons? La retraite à 60 ans. Parce que c'est le bon âge. On a dit 40 annuités, parce qu'on ne va pas tout défaire d'un coup, mais il y en a dans cette salle qui se rappellent de la période où c'était 37,5. Hein. D'accord? Ça a quand même fait, voilà, 40 annuités. Pas une retraite inférieure au SMIC, parce que si on dit que c'est le SMIC, c'est le salaire minimum, bah, c'est le minimum aussi pour la retraite. Et plus personne en dessous de 1 000 euros. Pas leur salade à eux. Hein. Vous avez vu comment ils sont moqués de vous à nouveau? Il a bien coincé le Darmanin, Martinez. Parce que l'autre, il dit, oui, bah, maintenant, il y aura 1 000 euros pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, pour ceux qui ont une carrière complète. Hein. C'est ça? Oui, oui. Ouais, c'est quoi une carrière complète quand il y a des points? Ça n'existe pas. Quand il y a des points, il y a un âge et un âge pivot, c'est tout. Puis après, vous avez les points que vous avez, vous débrouillez avec ça. Donc nous, plus personne en dessous de 1 000 euros et intégrer les trimestres de ceux qui sont au RSA. Voilà. Voilà. Et avec ça, ça veut dire qu'on peut vivre, je ne dis pas grandement, mais on peut vivre dignement. Et c'est ça qui compte. C'est ça l'ambition qui est la nôtre, c'est améliorer la condition des gens, parce qu'on vit en société aussi pour ça, pour s'entraider et pour améliorer notre situation, les uns avec les autres. Sinon, ça n'a point de sens. De même, maintenant, il faudrait qu'on maudisse les machines qui viennent travailler à la place des êtres humains. C'est le contraire. On a toujours été pour qu'il y ait des machines pour faire le plus dur du boulot. Ben, il va falloir peut-être faire cotiser certaines machines ou en augmenter le prix, mais c'est ça l'objectif. On ne peut pas dire aux gens, ah ben non, non, on ne mettra pas une machine. Ben si, c'est mieux. C'est mieux si c'est un robot qui fait le même geste 100 000 fois dans la journée que si c'est un pauvre diable ou une pauvre diablesse qui doit faire le même, qui se bousille les bras, les doigts, le cerveau, à faire tout le temps la même chose. Non, les machines sont bienvenues pour nous libérer. Pour nous libérer. Mais à la condition qu'après, on partage. Parce que le grand problème par-dessus tout, c'est le partage. C'est-à-dire la richesse qui est produite, comment elle part vers les uns ou vers les autres. D'accord? On était à 70-30, on est monté à 60-40. Et dit, oh, c'est pas mal. Comment c'est pas mal? 40 pour une poignée, 60 pour tous les autres. Et plus ça va, et plus la proportion augmente de ce qui est pris par les uns et laissé aux autres. Voilà dans quoi on vit. Alors, bon, vous savez comment on finance tout ça? Je le dis vite parce que vous le retiendrez vite. Quoi? Les cotisations? On va augmenter les cotisations. Mais, pour que ça marche, il faut augmenter les salaires. Alors on augmente les salaires plus que la cotisation. Et donc, vous ne sentez rien passer. Voilà la solution. Qu'est-ce que c'est augmenter les salaires? C'est changer le partage de la valeur. C'est tout, c'est rien d'autre. Hein. C'est pas un faste, un privilège, une dépense ostentatoire. Non, non, non. L'argent y est, on l'a produit, on a donné. Augmenter les salaires, c'est changer la manière avec laquelle la richesse produite est partagée entre les uns et les autres. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations et les rentrées dans les caisses. Quand vous augmentez d'1% les salaires, ça vous fait rentrer 2,5 milliards d'euros dans la caisse. D'accord? Alors, ne me chauffez pas, parce que j'aurais vite fait de vous dire combien il manque, ça fait tant de pourcents en plus dans les salaires. Parce que ça, c'est la réponse. Je ne vous dis pas que c'est possible, sans nuance, sans limite. Mais ne venez pas me dire que c'est pas possible aujourd'hui, compte tenu de ce que je vois du partage de la richesse dans notre pays et dans les principaux pays. Et voyez-vous, la deuxième solution, vous la connaissez tous. Si les femmes étaient payées comme les hommes à travail égal, instantanément, on passe à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ça, c'est des chiffres. Et puis après, il y a l'emploi. Quand on a un problème, quand nous on a un programme de développement par la planification écologique, de l'agriculture paysanne et des milliers de machines dont on a besoin pour produire de l'énergie dans d'autres conditions qu'avec le nucléaire. Pour 1 million d'emplois, 13 milliards de recettes.
Comment je le sais? Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu sous le gouvernement Jospin. 1 million d'emplois ont été créés, pas parce qu'il les a sortis de son chapeau, mais parce qu'on venait de faire les 35 heures. Et ça a créé 1 million d'emplois. Et 1 million d'emplois, ça a eu comme résultat que toutes les caisses de tous les régimes sociaux, de toute nature, santé, retraite, etc., toutes étaient dans le vert à la sortie de ce gouvernement-là, à qui on peut peut-être faire des reproches, mais dont on doit se rappeler aussi les qualités qu'il a eues au moins pour ça. Parce que c'est comme ça qu'à ce moment-là, on a dit, eh bien, la seule réforme de retraite qu'on fera, c'est de mettre des sous de côté pour combler le trou démographique. Et on a apporté la preuve qu'avec 1 million d'emplois, on remettait tous les comptes d'aplomb. Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a des pays qui arrivent à le faire. Je retrouve ma page. Ah. Au Portugal, il y a un gouvernement. C'est un gouvernement qui repose sur une coalition parlementaire. Sinon, il n'y a pas de gouvernement. Ceux qui dirigent le gouvernement, c'est le PS. Ceux qui sont dans la coalition parlementaire, c'est les insoumis du coin, ils s'appellent Bloco, et puis les communistes. Et on empêche le gouvernement de tomber quand la droite veut le faire tomber, et puis on vote pour, on vote contre, etc. Et voilà ce qu'ils ont fait. Le salaire minimum a été relevé de 15%. Les salaires de la fonction publique ont été relevés à leur niveau d'avant les plans d'austérité. Ils ont rétabli la semaine de 35 heures dans la fonction publique. Ils ont rétabli 4 jours fériés. Ils ont élargi les critères d'attribution des minima sociaux. Ils ont instauré un tarif social de l'énergie et ils ont augmenté les retraites. Alors, évidemment, c'est la catastrophe. Les Portugais errent dans les rues, ne sachant où aller, et assistent à ce qui est la fin du monde, selon M. Roux de Bézieux. Oui, c'est la fin de leur monde. Le taux de chômage est passé de 12% à 6%. Ça signifie que l'économie, ça fonctionne en tant qu'activité humaine de service mutuel. Quand l'argent s'en va dans la sphère financière, elle peut produire des taux de profit à 15, à 16, à 17 ou à 18%, mais ça ne donne rien sur le plancher des vaches où il y a les êtres humains. L'économie, ça fonctionne quand on permet aux gens de vivre et d'assumer les principaux besoins qu'ils ont, en sachant qu'avec le temps, ces besoins se modifient, ils se spécifient, ils sont différents, que c'est pas pareil de manger de la viande crue déchirée avec des ongles que de la manger cuite avec des couverts. Par conséquent, à mesure que notre société s'améliore, s'humanise, c'est-à-dire à un contenu humain plus important, je n'ai pas dit un contenu matériel plus important, un contenu humain, alors si nous devenons plus délicats, si nous sommes mieux demandeurs, alors toute la société avance. Et la preuve, on l'a eu ici même dans ce pays. Parce qu'ils ont eu beau avoir éborgné 22 personnes, il y a beau y avoir eu 2 morts, je ne compte que ceux qui sont morts directement. Il y a beau y avoir eu 3000 blessés. On a beau avoir envoyé 3000 gilets jaunes en jugement, ceux qui couraient le moins vite, et 1000 pour de la prison ferme. La seule chose qui reste après tout ça, c'est qu'il faut leur dire merci. Parce que grâce à eux, il y a eu 10 milliards de lâchés, et grâce à ces 10 milliards, la France est la seule économie de la zone euro où il y a eu une croissance supérieure du double à ce qu'elle est de leur cher modèle de l'économie allemande. L'économie, ça ne marche qu'avec de la vie humaine qui vit, qui assume ses fonctions humaines. Voilà comment ça marche. Eh bien, ça, c'est la grande leçon du moment. Chacun pour soi avec son petit tas de points, ou tous ensemble. Vous avez vu comme il pleut là-bas dans le sud-est? Je suis député des Bouches-du-Rhône. Il pleut. Alors on n'a pas l'habitude, hein. Mais une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e, on dit il pleut, et il pleut beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez tout ce qui se passe. La mer Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres dans le monde. Parce qu'elle est plus fermée. Il y a un passage de 13 km. C'est le détroit de Gibraltar avec l'océan mondial. Donc voilà. Elle se réchauffe plus vite. 1 degré de plus, 7% d'évaporation supplémentaire. Le réchauffement climatique, c'est beaucoup de pluie. Il faut y penser, hein. Je ne vais pas vous décrire tout ça, mais bref, vous le savez. La flotte tombe,
et elle est de plus en plus dense. Elle arrive sur une nature qui n'est pas préparée à ça. Il n'y a pas... je ne dis pas qu'il y a des natures qui sont préparées à ça, mais par exemple, en Écosse, il pleut tout le temps. Eh bien, bon, vous n'entendez pas dire que tout est détruit. Mais par chez nous, si. Pourquoi? Parce que la flotte arrive sur un sol imperméabilisé, et ailleurs, c'est un sol complètement sec où il n'y a pratiquement rien dessus. Boum, ça entraîne tout. La flotte arrive, inondation, des marées de boue, et hop, tout dégringole. Ça, vous l'avez vu. Ce n'est pas seulement les ponts qui dégringolent. Ce n'est pas seulement les voitures qui sont entraînées pour la plus grande joie de ceux qui en vendent. Et la consternation des assureurs part avec le réseau d'égouts, tout démantelé, le réseau d'eau potable, tout parti en morceaux, les lignes, l'électricité. Alors, mes amis, vous avez déjà vu ça. Ça s'est passé dans les Landes. Il y avait eu une grosse tempête. Tous les arbres, patatras, tout partout, par terre. Aussitôt, les agents d'EDF arrivent. Les retraités, ceux qui étaient au boulot, la nuit, le jour, sans arrêt, en même pas 48 heures, ils ont rétabli le courant partout. Les autres sont arrivés de tous les côtés, tchouk, 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 à couper le bois. On l'a chargé, on l'a mis dans les... Première fois. Deuxième fois, on a réparé aussi vite qu'on a pu. Et on a coupé tout ce qu'on a pu. Mais la fois suivante, on n'a pas tant réparé que ça, hein. Puis le bois, ben, il est resté là. Eh bien, la civilisation humaine, c'est à ça qu'elle va être confrontée. Le changement climatique, son premier résultat, ça va être la dislocation des réseaux qui cessent de fonctionner, en commençant par l'énergie, la flotte, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Et à ce moment-là, vous êtes au pied du mur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, c'est pas difficile à comprendre quand même, non? Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez qu'à vous payer une citerne chacun, que vous mettez sur votre maison, si vous en avez une. Et puis, vous avez qu'à acheter un groupe électrogène. D'accord? Ça, c'est chacun pour soi. Parce qu'il y a celui qui n'aura pas d'eau, puis qui n'aura pas d'électricité, puis d'ailleurs qui n'aura pas de route, etc., etc. Et puis l'autre solution, c'est on va le faire tous ensemble. Et ça ne va pas se passer comme ça s'est passé, par exemple, dans la Drôme, où ils ont dû attendre plus de 10 jours qu'on rétablisse l'électricité. Par conséquent, il va falloir réquisitionner, mobiliser, sans arrêt. Il va falloir installer des choses plus fortes, plus stables, adaptées à ce changement. Les réseaux des égouts dans les endroits où il tombe de telles quantités d'eau, il faut les revoir. Les réseaux d'eau potable, pareil. Il faut reprendre tout ça. Il faut de l'argent, mais il faut de l'intelligence humaine. Il faut du dévouement, il faut des bras, il faut des têtes. C'est ça dont on a besoin. D'une société, pas d'une addition d'individus, d'une société, de gens qui ont décidé qu'on laissera tomber personne, que c'est bon pour personne, qu'il y en ait qui n'ont ni eau, ni électricité, ni moyen de se soigner, ni possibilité d'éduquer leurs gosses. C'est bon pour personne. Pour personne. Le monde des égoïstes est un enfer pour tout le monde, y compris pour les égoïstes. Voilà dans quoi on est. C'est un immense défi. Vous ne croyez pas qu'on a autre chose à faire que de se peler pour cette histoire de recettes, de retraite? Vous ne croyez pas que les membres du gouvernement ont autre chose à faire que d'aller faire les pitres sur les plateaux à parler de trucs auxquels ils ne comprennent rien? Est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt dû être à la COP25, où la France n'a brillé que par son absence? Voilà ce qu'ils devraient faire. Pourquoi le budget de la France, on ne s'occupe même pas de savoir s'il est dans les clous, dans les rails de l'engagement qu'on a pris à la COP21? Ça ne les intéresse pas? Et là encore, ils viennent de passer par un détour d'un amendement de l'homme qui a vu l'ours qui connaissait le pingouin, encore un amendement pour faire continuer l'exploitation de l'huile de palme au profit de Total, sans tenir aucun compte des désastres que ce genre d'activité peut générer sur la planète. C'est ça les défis de l'humanité d'aujourd'hui. C'est ça les gouvernements que vous devez élire. Des gouvernements d'intérêt général, des gouvernements qui fassent face à l'urgence écologique et sociale qui est devant nous. Ça ne peut pas continuer comme ça, en excitant la jalousie, la compétition entre les individus, en méprisant les plus faibles, en ne s'occupant pas des autres, en laissant spectacle odieux et insupportable chaque année 2000 personnes mourir dans la rue, de la rue. C'est insupportable. C'est un signal. Alerte, mes amis, ce monde est maudit s'il doit continuer comme ça. Voilà pourquoi cette histoire de la retraite,
c'est pas qu'une affaire de comptabilité, c'est une vision du monde. Et cette vision du monde, elle fait de nous les héros, oui les héros, d'un nouvel épisode de ce qu'il y a de meilleur dans notre société, de ceux qui se dévouent pour les autres, qui ne pensent pas qu'à eux-mêmes, qui ne sont pas pour le sauve qui peut, le chacun pour soi. Tous ensemble, mes amis. Merci.